Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Mon invité du jour a vécu une magnifique histoire d'amour. Vivre ensemble était une évidence, ils n'ont pas tardé à la concrétiser. Mais la vie est imprévisible. Après avoir cheminé 20 ans ensemble, elle a perdu son mari en 2019 des suites d'un cancer. Alors comment accompagne-t-on la personne qu'on aime dans ces derniers moments? Comment le dit-on à ses enfants? Comment comble-t-on l'absence lorsque l'être aimé est parti pour toujours? Dans son premier livre, Après l'orage, paru chez Flammarion en 2021, elle partageait dans un témoignage poignant cette épreuve. L'an dernier, elle publiait, toujours chez Flammarion, son premier roman, Celle qui s'aime enfin. S'agit-il d'une suite? Pas tout à fait, puisque l'un est un récit et l'autre une fiction. Mais ces deux textes se répondent. Le premier explore comment vivre avec un deuil, le second, comment renaître à soi pour aimer la vie. C'est donc une rencontre avec une femme bien décidée à vivre tout ce que la vie lui réserve que je vous propose aujourd'hui. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Dominique Lagroux-Sampère. Bonjour. Bonjour Anne, merci. Ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comment ça va? Je vais très bien. Oui. J'ai beaucoup aimé cette petite présentation. C'est alors, juste. Tu dis tu vas très bien et on le voit, tu es... on s'est déjà rencontrés une fois puisqu'on avait fait un échange aussi pour ta chaîne YouTube. Tu avais la gentillesse de me recevoir et on a cette image de toi d'une femme lumineuse, très très souriante. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou il y a quelque chose qui s'est habité peut-être avec le temps plus récemment? Comment tu te verrais toi? Je pense que j'ai toujours été joyeuse. Quand je repense à la petite fille que j'étais, au fou rire que j'ai très souvent et qui ne m'ont jamais quittée, je suis quelqu'un de très, très joyeuse et très... heureuse d'être en vie. Voilà. En effet, quand vous vivez une épreuve aussi douloureuse que la maladie et la disparition de son homme et du papa de ses enfants, évidemment, on a l'impression que la joie nous quitte et que cette joie, finalement, est écrasée par le poids de la peur, de la mort, évidemment, de l'impuissance de ne pas pouvoir aider celui qu'on aime, et puis en effet de la tristesse de le voir partir et de se dire je n'ai pas pu le sauver et qu'allons-nous devenir? Et en effet, j'ai été tout de même, et je pense que c'est important de le dire, j'ai été terrassée par la douleur, par la peur, par un désespoir qui, heureusement, m'a quittée assez rapidement, mais qui aurait pu me tirer très loin vers le fond, puisque j'aime à dire que j'ai touché le fond. Mais j'ai toujours senti cette lumière intérieure, cette joie, sans doute de cette petite fille qui se marrait derrière. Et j'avoue que la force de mes enfants m'a aidée à retrouver
ce goût à la joie et à la vie, en fait, qui finalement ne m'avait pas quittée. Donc oui, je suis heureuse. Et je pense que c'est certainement un postulat de ma vie, quoi. Je suis née heureuse. On va revenir évidemment sur tous ces thèmes, puisque notre thème d'aujourd'hui, c'est s'aimer pour aimer la vie, qui est aussi le thème de ton roman, de ta fiction. Tes enfants, quel âge aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ma fille a 19 ans et mon garçon a 16 ans. Ils sont presque de jeunes adultes. Oui. Ouais. Alors parmi nos auditeurs, nos auditrices, tous peut-être ne vous connaissent pas. J'aimerais peut-être revenir un instant sur ta carrière. Tu es journaliste depuis plus de 20 ans. Tu as longtemps travaillé pour le Trésor de TF1 et tu étais mariée avec Claude Sampère, grand reporter et lauréat du prestigieux prix de journalisme, le prix Albert Londres en 1997, c'est ça ? Est-ce que tu as envie de nous parler de ce métier de journaliste ? Pourquoi tu as choisi justement cette carrière et peut-être quelle joie, justement, toi qui es une femme que je vois, moi, comme joyeuse, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? C'est un cadeau, en fait, de pouvoir accueillir la confiance de la personne qui vous ouvre sa porte pour vous raconter sa vie. Et la moindre des choses, c'est d'être à la hauteur de cette confiance et de ne pas la trahir. Moi, j'ai toujours senti, même si je ne le formulais pas en tant que tel, par le mot journalisme, j'ai toujours eu besoin d'aller à la rencontre des autres. J'ai un lien, j'allais dire urgent, à me connecter avec les autres. Et c'est vrai qu'avant de devenir journaliste, moi j'ai fait des études de littérature anglophone, puisque j'ai préparé une thèse de doctorat sur un écrivain qui s'appelle John Fowles, qui est l'auteur de nombreux romans, notamment La maîtresse du lieutenant français, qui avait été mis en film, adapté avec Jeremy Irons et Meryl Streep. Et ma première volonté, parce que c'était vraiment une détermination, c'est de me dire, j'étais en Angleterre à l'époque, et je me dis, mais c'est trop bête, l'auteur de ma thèse est en Angleterre, je veux le rencontrer, je ne veux pas me satisfaire d'études livresques où je serais bloquée par un livre qui m'empêcherait d'aller dans le vivant, en fait. Et j'ai rencontré John, j'ai eu la chance de rencontrer John, et sans le savoir, j'avais réalisé ma première interview, puisque ma préparation de doctorat était vraiment une interview de John Fowles. Et j'ai découvert finalement l'homme derrière les livres, et j'ai compris aussi pourquoi il avait écrit sur telle thématique, notamment la femme à l'époque victorienne. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de devenir celle que je dois être, en fait. C'est-à-dire transmettre les histoires des autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire l'école de journalisme de Lille, le SJ, et que j'ai continué sur ce chemin, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau, non pas de donner des leçons, parce que je trouve que le journalisme aujourd'hui est assez éditorialisé et donc donneur de leçons. Moi, je suis juste là pour être une passeuse d'histoire, une passeuse de destin. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir la chance d'être accueillie dans un lieu que je ne soupçonnais même pas. Ça peut être des lieux littéraires, des lieux de gens de chaque jour, des politiques. Mais en tous les cas, vous avez le devoir de transmettre et de retranscrire la vie des autres. En tous les cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer, parce que ça donne un sens à la mienne, à ma vie, à moi. Un autre homme qui t'a accompagné aussi sur ce chemin, avec qui tu as longtemps cheminé, c'est Jean-Pierre Pernaut. Oui. Donc, ça fait déjà 3 grandes figures masculines, en fait, d'hommes de lettres. Cet écrivain, et puis ces 2 journalistes, évidemment, ton défunt mari, et puis Jean-Pierre Pernaut, défunt aussi, évidemment. Il nous a quittés il y a combien de temps maintenant, Jean-Pierre Pernaut? Il y a quelques années. Exactement, il y a 3-4 ans. Oui, 3-4 ans, c'est assez récent aussi. Comment vous avez cheminé tous les deux ? Qu'est-ce qui t'a apporté humainement et puis peut-être aussi professionnellement ? C'est intéressant que tu soulignes la présence masculine, en effet, et la disparition de ces trois personnes qui ont beaucoup compté. Il m'a appris, Jean-Pierre, à trouver ma place en tant que journaliste. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu dans l'ombre.
de moi-même. Certainement par mon éducation, par mon caractère, c'est-à-dire que j'ai toujours un peu avancé en m'excusant d'être et en ne voulant surtout pas gêner. Et John, en un sens, m'a permis d'exister par mon travail de doctorat. Claude m'a permis d'exister en tant que femme et Jean-Pierre m'a permis d'exister en tant que journaliste et grand reporter. Et il est le premier à m'avoir fait confiance. C'est rare dans ce milieu parce que généralement, c'est un milieu assez égocentré. C'est-à-dire qu'on a toujours peur que partager la lumière va assombrir sa propre lumière. Jean-Pierre était suffisamment expérimenté, n'avait plus rien à prouver en tant que tel et n'avait surtout pas peur de partager cette lumière parce que il est de ces hommes qui pensent que, comme le soleil, en fait, on éclaire soi-même, mais pour éclairer les autres, en fait. Et Jean-Pierre était de cette trempe-là, et il m'a dit, tu sais, tu fais un travail excellent sur le terrain de reportage, tu sais le faire, tu nous l'as prouvé. Je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert chez toi, c'est ta propension à pouvoir parler sur un plateau et à partager sur un plateau. Donc, on va essayer, si ça te dit. Alors évidemment, quand ça vous tombe dessus, vous dites « Oh là là, est-ce que je suis capable ?» etc. Et en fait, ça se joue pas comme ça avec Jean-Pierre. C'est que pas de prompteur. Évidemment, vous connaissez vos sujets par cœur. Mais c'est tu es à l'antenne comme tu es dans la vie. Et moi, ça a été une école incroyable parce que ça a été une école humaine de pouvoir partager, de pouvoir parler avec mon audience et mon public en étant moi-même. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était ma place, que j'adorais ça et qu'il ne fallait plus que j'ai peur de moi-même finalement. D'être toi-même en fait. Exactement. C'est ça. Et donc, il m'a permis d'être moi-même professionnellement et d'ouvrir justement cette porte que je n'aurais jamais ouverte sans son invitation. D'ailleurs, dans ton roman, dans ta fiction, dans l'histoire de Toscane, celle qui s'aime enfin, cette grande violoniste que tu mets en scène, elle va vivre ça, elle va s'autoriser à être vraiment elle-même. Parce qu'on est souvent finalement aussi le fruit de nos constructions caractérielles, de nos conditionnements, de ce que l'on a vécu. Et finalement, c'est OK aussi avec ça. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui cherche souvent à émerger. Et toi, il a été aussi ton mentor qui t'a permis de laisser émerger ça, Jean-Pierre. Ça me faisait vraiment frissonner quand tu le racontais tout à l'heure. C'est très juste, en fait. Je pense que j'étais à l'étroit. Effectivement, j'aurais pu rester comme celle que j'étais, comme celle que Toscane a exposé, elle, de cette vie d'avant. Je pense que quand vous osez, parce que c'est une question d'audace, je pense, quand vous osez répondre à une invitation, en l'occurrence celle de Jean-Pierre, qui m'a renvoyé sa confiance, puisque s'il m'a proposé de le rejoindre sur le plateau et de devenir, j'allais dire, son binôme à l'antenne, notamment sur des émissions spéciales qu'on faisait et quotidiennement, quasi quotidiennement dans le journal sur les dernières années, c'est qu'il croyait en moi. Il ne me l'aurait jamais demandé. C'était un grand professionnel. L'idée, c'était pas de me faire d'être gentil avec moi. Quoi. Pas du tout. Il fallait que ce soit de qualité, il fallait que ce soit de niveau. Et pourquoi il avait pensé à moi ? Parce que lui avait eu le pif du journaliste, de l'homme qu'il était, de se dire, tiens, elle va apporter quelque chose qui peut-être me manque, moi, actuellement dans le journal. Et en effet, le regard qu'il a posé sur moi, j'ai eu la présence d'esprit pour peut-être la première fois de ma vie, de me dire, ce regard-là, en fait, il faut que j'en sois digne. Et vous mobilisez ensuite toutes vos forces, vous mobilisez toute cette confiance qui peut-être s'était étiolée en vous depuis toute petite, et vous vous dites, mais je sens que j'en suis capable. Ok, j'ai l'intuition que j'en suis capable. Et bien maintenant, je vais bosser pour ça. Donc oui, j'étais grand reporter, journaliste de terrain confirmé.
eh bien maintenant, c'est un nouveau challenge. Et je veux être à la hauteur de ce nouveau challenge. Et il m'a, en effet, renvoyé de moi l'image d'une journaliste qui pouvait également être une présentatrice. Ce que tu ignorais, toi, à ce moment-là. Complètement. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que je regardais beaucoup des consoeurs, des confrères, etc. C'est-à-dire que je baignais dans ce milieu journalistique matin, midi et soir, comme on dit dans notre jargon. On bouffait l'actu, on bouffait l'antenne, on regardait tout ce qui se passait, etc. Mais c'était comme si je n'étais pas à la hauteur. Personne ne m'avait dit ça. C'est moi qui m'étais donné cette injonction-là de te dire c'est pas pour toi. Je travaille dessus parce que c'est une question c'est la question de ma vie, c'est-à-dire pourquoi tu as une image au départ peut-être dépréciée finalement de ce que tu es. Pourquoi tu n'as pas trouvé jusqu'ici cette confiance-là. J'aime à penser, et je pense que tu le comprendras et que les auditeurs sauront le percevoir aussi, parce que c'est dit avec énormément d'amour envers Claude, c'est que je pense que l'épreuve de vie que j'ai vécue, la mort de Claude, puisque c'était ainsi, que Claude ne pouvait pas survivre, puisqu'il a tout donné pour survivre, mais qu'il n'a pas réussi. Son corps, cette maladie a été trop forte et trop violente pour son corps. J'aime à penser que la mort de Claude a été un électrochoc, a été le fond du puits qui jusqu'ici n'apparaissait pas. Je sentais que je tombais pendant les 2 années de sa maladie. Je sentais que je tombais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas aligné. Sans pouvoir vraiment l'analyser, la mort de Claude, le lendemain, le jour d'après, sans lui, c'est comme si j'avais touché le fond. Et qu'il m'avait redonné cette force-là pour me dire « Maintenant, je t'ai lâché la main. Tu es capable. » Tout comme Jean-Pierre, quelques mois plus tard, meurt, je suis capable d'avancer dans ma vie professionnelle sans lui. Les 2 hommes de ma vie à l'époque, à la fois personnelle et professionnelle, par leur don de vie, m'ont fait comprendre que c'était maintenant et que j'étais capable. Je l'ai vraiment senti, notamment à la mort de Claude. J'ai senti à l'hôpital, quand il est parti, j'ai senti son souffle en moi, comme s'il m'insufflait son souffle à lui. Et c'est vraiment d'une force incroyable parce que c'est très joyeux et lumineux ce que j'ai vécu. Et j'ai vraiment ressenti après la douleur, après la peine, après la souffrance, après le désespoir que l'on a pu vivre, mes enfants et moi, là je savais que c'était une renaissance, en tous les cas que j'allais faire naître celle qui n'avait jamais pu s'exprimer avant. C'est comme s'il y avait une transmission d'une certaine manière. Incroyablement... Des 2 d'ailleurs. Des 2. Et c'est pas non plus... C'est Paul Éluard qui dit ça, enfin c'est ma phrase de chevet, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Moi je rajouterais humblement qu'encore faut-il les honorer, ces rendez-vous. Et puisque la mort n'a pas de sens, puisque c'est le mystère de la vie, puisqu'on n'y peut rien, moi j'ai choisi de donner un sens à ça. Et le sens de cela, ça a été de dire merci pour votre mort. Je suis aujourd'hui prête à entendre ce que vous m'avez toujours murmuré, alors que je ne voulais pas l'entendre. C'est un travail que tu as fait, toi, en conscience toute seule, ou tu as senti le besoin de te faire accompagner pour tout ce cheminement ? J'ai été accompagnée par une psychiatre incroyable. Moi, j'ai jamais consulté avant.
Moi, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'amour, énormément d'amour. Et on se dit toujours que, voilà, ça va aller. Parce que j'avais cette sécurité affective. Et puis que dans ma famille, c'était pas du tout l'habitude. C'était pas non plus la même génération que nous. C'est-à-dire, on allait souvent moins consulter un professionnel. Moi, j'étais tellement au plus bas pendant les 2 années qui ont précédé la mort de Claude, qu'à un moment, j'ai senti que c'était une question de survie. Survie pour moi-même, mais survie aussi pour Claude et les enfants, en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle. Et j'allais dire que tout le monde devrait aller voir un psy un jour dans sa vie, même sans vivre des épreuves aussi difficiles, parce qu'elle m'a donné en fait les moyens, les ressources pour travailler là-dessus. Donc non. Alors, elle m'a ouvert la porte. Elle m'a donné les clés. À moi maintenant d'utiliser les clés et d'aller fouiller. Oui, il y a maintenant beaucoup de travail personnel en fait. Tu as vécu de nombreuses semaines à l'hôpital. Tu parles de ce quotidien de femme de malade. C'est une expression qui m'a frappée. Est-ce que c'était un peu comme une sorte d'étiquette finalement qu'on t'avait collée ? C'est vrai que j'ai reçu aussi dans cette émission Véronica Loubry qui parle du cancer de son homme et qui dit il faut tenir en fait, il faut que je sois forte, il faut pas lâcher parce que je veux qu'il reste en vie et pour lui je dois être là. Et en même temps on imagine toute la fatigue accumulée, puis quand il y a les enfants, toi qui étais à ce moment-là encore petit, de toute façon même s'ils sont grands, mais c'était pas des adultes, il y a beaucoup à porter. Oui, ils avaient 17-13 ans à l'époque, en plus. Sur cette étiquette, tu vois, de... C'est juste, oui. Moi, j'étais dans le déni total. Je ne me rendais pas du tout compte de cela. Claude, lui, avait compris que la situation était très grave dans la mesure où il avait déjà vécu l'expérience de cancer des années plus tôt. Moi, je ne voulais pas le voir parce que je ne voulais pas que ça transforme, modifie quoi que ce soit de nos vies. On était un couple, on était une famille, on travaillait, les enfants allaient bien, c'est pas possible. C'était interdit. Et je pensais pouvoir contrôler les choses. Tout comme je pensais pouvoir guérir mon homme, quoi. J'étais... Et je me suis vraiment, je pense, enferrée dans ce déni-là. Et Claude, souvent, m'en a parlé, il me disait « Do », ce qu'il m'appelait Do, il me dit « Do, attention, ouvre un peu les yeux ». Et en effet, je pense que inconsciemment, je ne voulais pas que l'on m'étiquette comme femme d'un homme malade, femme d'un cancéreux, potentiellement fragile, potentiellement plus capable de travailler, potentiellement à terre, trop sensible, et donc pas assez forte pour continuer à bosser. J'avais ça en tête. Est-ce que... Parce que tu continues à travailler, hein, je n'ai pas arrêté. Tu n'as jamais arrêté. Je n'ai pas arrêté un seul instant. C'est d'ailleurs aussi, je pense, pour ça. Alors, est-ce à tort? Est-ce que c'est moi qui pensais ça? Ou est-ce que j'ai ressenti des regards qui me faisaient ressentir cela? En tous les cas, je sais combien c'est difficile de voir des gens en situation difficile, de voir des gens qui vivent justement ces maladies-là. Donc, je sais que c'est difficile de parler à des gens qui expérimentent les maladies, etc. Donc, je n'en veux pas du tout aux personnes qui ont pu être maladroits dans leurs termes, etc. Chacun fait comme il peut. Et j'allais dire, faites-le avec votre cœur. C'est pas grave, il n'y a pas de mode d'emploi. En revanche, ce que je ne souhaitais pas, c'est sans doute ce qui m'a permis de rester debout, c'est puisque cette maladie s'était invitée dans notre couple, dans notre famille, dans notre maison, elle n'allait certainement pas se présenter à moi corporellement. Elle avait
détruit mon homme, elle avait défiguré mon homme et son enveloppe corporelle. Moi, je ne voulais pas qu'elle m'atteigne. Donc, je ne voulais pas tomber. Et quand j'ai compris finalement que le déni était vraiment pressant, je ne voulais pas qu'elle m'emporte aussi. Donc, c'était une force que je réussis à garder, c'était de continuer à m'habiller pour l'antenne, pour travailler, continuer à me maquiller, mettre des talons hauts. J'étais une femme. Je ne voulais plus être l'ombre de cette maladie. Comme si cette maladie, elle allait déteindre sur moi, en fait. Et c'est vrai que je voyais des gens autour de moi qui se disaient, mais elle a l'air d'aller bien, en fait. Ça va, y compris 3 jours après la mort de Claude, on l'enterre un vendredi, le lundi, j'étais à l'antenne. Je voyais les regards un peu interloqués ou les regards pleins d'affection qui me susurraient « Waouh, bravo !» Mais je n'étais pas différente de celle que j'étais. J'étais au travail, j'étais Dominique Lagroux sans père. Je n'étais pas la veuve, je n'étais pas la femme d'un cancéreux. J'étais moi-même. Et la personne qui, la première, a compris ce message, c'est Jean-Pierre Pernaut, qui m'a demandé le lundi, au retour de l'enterrement de Claude, « Est-ce que tu veux être à l'antenne aujourd'hui comme tu devrais l'être ?» Et je lui ai dit « Évidemment ». Il me dit « Très bien ». Il ne m'a jamais regardée comme une veuve. Voilà. Et je pense que ces cases, ces étiquettes, c'est comme dans cette société. On vous met dans des cases, dans des étiquettes. C'est à vous de donner des coudes, malheureusement, pour dire « je suis comme je suis, je ne suis pas une catégorie ». Donc, oui, en effet, la société vous demande de cocher la case veuve sur votre dossier 2 heures après la mort de Claude. On est désormais veuve. Oui, sur tous les papiers administratifs, veuve. Quand on remplit sa feuille d'impôt, veuve. Ok, très bien. Si ils ont besoin de ça pour me cataloguer, très bien. Moi, je me sens pas veuve. J'ai encore l'alliance de Claude. Je suis mariée à Claude. C'est le père de mes enfants. Ok, veuve, ça veut rien dire pour moi. D'ailleurs, quand j'ai dit c'était son mari, je sais pas si tu as entendu, j'ai eu une hésitation. Bien sûr. De dire c'est, en fait. Mais je l'accueille, c'est-à-dire que c'est difficile, en fait. Et puis peut-être qu'une personne à ma place dira « c'était mon mari », je ne sais pas. Il fait partie de moi. Quand je vois mes enfants, c'est lui et moi. Il a fait partie de ma vie, j'allais dire la première partie de ma vie, en fait. Et même si aujourd'hui, un homme est dans ma vie, un homme que j'aime merveilleusement, il n'y a pas de comparaison à faire, en fait. Claude est passé dans ma vie. Je porte son nom. Je porte son alliance, nos alliances. Il n'est plus là. C'est pas pour autant que je vais tirer un trait sur lui. Il est partout. Il n'est plus là physiquement. Alors on continue. Sur cette terre-là, charnellement, physiquement, parce que c'est ma volonté, c'est ma manière de voir les choses, parce que je suis joyeuse. L'épigraphe, c'était « Tu n'es plus là, mon amour, mais j'ai choisi d'aimer la vie ». Oui, c'est un choix. En conscience, c'est un choix. Je me suis posé la question. Je me suis demandé si ça valait la peine de rester en vie. En une fraction de seconde, évidemment. Elle se pose cette question d'ailleurs, Toscane, puisque c'est le début de ton roman. C'est une lettre qui dit adieu. Je le dis parce que c'est le début, et donc voilà, on ne dévoile pas forcément toute l'intrigue quand on parle juste du début, mais elle commence comme ça, elle se pose cette question. C'est une grande violoniste, elle a perdu son mari dans un accident de voiture tragique. C'est une mort violente à laquelle elle n'est pas forcément préparée, et elle se dit finalement, et pour tout un tas d'autres raisons, je pense que c'est pas uniquement la mort de son mari qui l'a fait se poser la question. Sa propre mère, en fait, aussi s'est donné la mort. Ce qui pose aussi cette question de ce qu'on vit parfois en transgénérationnel, qui est vraiment intéressant aussi à travers... Tu le dis pas peut-être de cette manière-là exactement dans le roman, mais on l'entend vraiment.
qu'à un moment donné, là, on rebascule vers la vie et qu'il y a quelque chose qui l'emporte, qui est plus fort, chez elle comme chez toi. Et qui finalement, peut-être que quand on arrive tous vers la mort, de toute façon, on va vers là, on ne va pas dans l'autre direction. Naître, vivre, c'est apprendre à mourir, nous disent les philosophes. Et donc, comment la mort, dans ton cas, dans le cas de Toscane, peut être aussi un point d'appui pour finalement être de grands vivants. Oui, c'est faire la paix avec la mort, en fait. Moi, jusqu'à la mort de Claude, j'étais apeurée, j'étais terrifiée de la mort. Je me souviens, quand j'étais petite fille, tous ceux que j'aimais, avant de dormir, je les incluais dans une bulle mentale, en me disant, ils sont là, ils sont protégés, et je pouvais m'endormir à ce moment-là. J'étais terrifiée parce que dans notre société, la mort apparaît comme terrifiante, apparaît comme plus rien, plus jamais, etc. Alors que dans d'autres cultures, au contraire, c'est joyeux, on célèbre la mort. Peut-être que cet univers-là a senti que j'étais pas alignée par rapport à cette question de la mort et qu'elle était tellement prégnante qu'elle m'immobilisait même dans mes mouvements, la question de la mort. J'étais tellement interdite face à la mort que peut-être qu'elle m'a donné cette épreuve de vie, de traverser la mort, et pas n'importe laquelle, pour me rendre compte que on survit à ça. Que nos enfants survivent à la mort d'un de leurs parents. Évidemment, ça va sans dire, et je ne suis pas en train de gommer tous les sentiments qu'on peut ressentir. Ça fracasse, ça fait mal, c'est douloureux, on le porte toute sa vie. Simplement, on peut le transformer. On peut transformer cette douleur, cette peur de la mort en richesse. De se dire peut-être que tu as perdu un peu trop d'années à te cacher derrière la peur. Aujourd'hui, utilise-la comme un tremplin pour ne perdre aucun moment de cette vie qu'il te reste à vivre. Oui, nous allons tous mourir. Oui, c'est ce qui nous rassemble. Mais si on en faisait quelque chose de joyeux, en fait, en se disant qu'elle aura le temps d'arriver, cette mort. J'en profite, le mot est mal choisi, mais pour faire peut-être une petite dédicace en hommage à une collaboratrice au sein de Métamorphose qui a perdu son mari il y a 3 jours. Voilà, donc forcément, cette émission fera aussi écho, qui est journaliste aussi, fera aussi écho certainement dans son cœur, et que tes mots peut-être aussi lui feront du bien, en fait, en se disant que voilà, il y a cette vie après la mort. D'ailleurs, tu le dis à travers ton personnage de Toscane, je ne sais plus comment elle le formule, mais elle dit qu'elle n'a pas forcément la foi, elle n'est pas forcément croyante, elle croit plutôt en l'humain. Et je me suis demandé, toi, en quoi tu croyais finalement, Dominique ? Je crois en la vie, en fait. Et quand on a enterré Claude, il voulait être enterré dans une église bien particulière, et j'ai donc rencontré le prêtre, et j'étais très en colère à l'époque, parce que comme de très nombreuses personnes, je lui ai dit, vous savez, votre Dieu, s'il était sympa, il n'aurait pas pris mon homme aussi jeune, en fait. Et il a souri, il dit, je suis d'accord avec vous. Mais il me dit, vous savez, j'aime votre regard, parce que je lui ai dit, vous savez, croire en Dieu, ça n'a pas de sens dans l'absolu. Et il m'a regardé et il me dit, vous savez, en fait, vous êtes bien plus croyante que des personnes de notre communauté catholique qui disent croire en Dieu. Il dit, parce que vous croyez en l'humain. Et c'est très juste. Moi, je crois en l'autre. J'ai cette naïveté de croire qu'il y a toujours du bon dans quelqu'un. Et que le lien que l'on peut tisser entre les uns et les autres peut rendre cette vie plus belle.
Voilà. Donc moi, je crois en la vie. Je crois en quelque chose qui nous dépasse. Je crois en un lien indéfectible entre l'humain et le vivant, entre la terre. On n'est pas là par hasard. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés sur cette terre. En revanche, on a une mission de vie, je crois. Et elle peut être toute petite. Elle peut être ce jardinier qui va planter des fleurs dans un parc pendant sa vie. Ça va être sa mission de vie. Ça peut être un médecin qui va soigner des cœurs. Ce sera sa mission de vie. Et ça peut être nous, là, aujourd'hui, qui racontons notre épreuve pour justement apaiser celle des autres, celle de votre collaboratrice ici. La phrase que je peux dire, moi, que je ne voulais pas entendre, que je balayais d'un revers de main, c'était « ça va aller ». Et je lui dis ça à votre amie, c'est que ça va aller. Vraiment, ça va aller. Merci pour elle, vraiment, pour ces mots. Ce que j'entends aussi beaucoup dans tes récits, quand je t'écoute parler, c'est qu'il y a beaucoup d'espace et d'interstices, en fait, en toi et dans tes personnages. Et quand je pense aussi à Toscane, elle est très attentive au langage des oiseaux, aux anagrammes. Et j'aimerais que tu nous en parles parce que ça fait partie, je trouve, tout comme la musique, de l'art, du mystère, en fait, de ce qui est invisible, impalpable, mais qui fait qu'on peut croire en l'humain, qu'on ait foi en Dieu ou en l'humain, finalement, je dirais peu importe, des croyances de chacun. Mais qu'il y a une conscience, en fait, du mystère qui s'invite. C'est ça que je sens chez toi. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est que j'ai découvert, voilà, depuis cette énorme épreuve, qu'en fait, j'étais plus que ça. J'étais plus que un nom sur une carte d'identité, un numéro sur un badge professionnel. J'étais plus que ça. En fait, j'étais connectée. J'ai ouvert les yeux sur l'univers autour de moi que je n'avais jamais pris soin de regarder, en fait. J'allais vite. Je travaillais comme une malade. J'ai fait de longues études. J'étais monomaniaque sur ma vie. Je travaillais. Pourquoi, je sais pas. Je travaillais. Faut que je travaille. J'ai réussi à passer les diplômes que je souhaitais. Oui, je me suis donné la peine et la force de le faire. Simplement, je me suis coupée du monde sensible pendant des années. Jusqu'au jour où la vie m'a imposé de mettre un genou à terre, puis 2 genoux, puis le corps à terre, m'a imposé de passer quelquefois des journées à pleurer chez moi, à ne plus pouvoir bouger. Donc les gens vous disent, voilà, c'est la colère, la tristesse, je ne sais pas. Simplement, il a fallu que mon corps m'impose de changer de mécanisme de vie. Et à ce moment-là, je me souviens, dans cette nuit noire qui était la maladie puis la mort, je me réveillais le matin et je voyais j'entendais le chant d'un oiseau, je voyais un rayon de soleil passer à travers les rideaux fermés et je me disais, mais la vie, elle est là, en fait. Et elle m'a très délicatement attirée et recentrée sur tout un pan de ma vie que je n'avais pas pris la peine de regarder. Et à partir de là, ça a été tout doucement, ça a été des rencontres de personnes qui pensent comme ça, qui voient les choses comme ça. Et c'est comme si mon corps avait, c'est ce que je disais, honoré ce rendez-vous avec le monde, en me disant, mais en fait, il faut que je me ressource autrement.
Et là, j'ai pris soin j'ai commencé à méditer, ce que je ne faisais jamais. Alors méditer pour moi, c'était fumeux. Je savais pas du tout comment on faisait. Je pensais qu'il y avait un mode d'emploi, etc. Ben non, méditer, c'est juste se mettre dans son jardin. Et puis juste, ça commence par quelques secondes à écouter le chant des oiseaux, à aller me promener avec mon petit chien, à juste essayer de couper le téléphone. Ça a été comme ça mes premiers moments de méditation. Et puis après, j'ai vu les choses. J'ai vu cette coccinelle que je ne voyais plus, parce que j'avais l'impression que je me disais même, tiens, les coccinelles sont en voie de disparition. Parce que quand j'en voyais de plus en plus, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et je pense elle ne nous avait jamais quittés, c'est moi qui ne la regardais plus. Et c'est ce qu'on appelle aussi un peu l'anesthésie émotionnelle. Exactement. Oui. Alors après, on appelle ça des signes, on appelle ça comme on veut, mais en tous les cas, je voyais cette coccinelle qui venait, je me souviens, sur la tombe de Claude un jour. Et il n'y a pas plus mal à penser positif que négatif. Ben moi, je me suis dit, tiens, peut-être que quelqu'un est venu me dire bonjour. Et bref, à chaque fois que je pensais à Claude, etc., cette coccinelle était là. Voilà. Et ben moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie moins seule. Et je me suis sentie moins seule parce que je me suis dit, l'univers m'apporte son réconfort. Et moi qui détestais la pluie, parce que ça me rendait triste, parce que je me disais, oh là là, c'est quoi ce temps, etc. Bien aujourd'hui, je me dis que c'est joli la pluie, parce qu'après la pluie, il y a un arc-en-ciel quelquefois. C'est ce que j'ai vu il y a quelques jours. Ça sent bon dans les bois. Ben voilà. C'est ma manière, moi aussi, c'est cette gratitude que j'ai vis-à-vis de la vie, de me dire merci de m'avoir permis de survivre à ça, de rester en vie. Rien que pour ça, je vais rendre hommage à cette vie en l'aimant encore plus. Beaucoup de personnes endeuillées partagent effectivement des choses troublantes suite au départ d'une personne qui peut être aussi sur la durée. Ça peut être un animal, un oiseau. J'ai une amie qui a perdu son fils récemment et elle lui préparait son plat préféré. C'était au bout de 2 mois, je crois, après sa disparition, en hommage à lui. Et puis il y avait un oiseau qui s'invitait et qui est revenu en fait tous les jours quand elle préparait ce plat. Et qui était là et qui était vraiment comme un oiseau apprivoisé alors qu'il l'était pas. C'est vraiment curieux en fait et c'est très réconfortant. Tout à fait. Comme toi avec cette coccinelle. Peut-être revenir aussi, puisque on parle des oiseaux et du langage des oiseaux, sur ton amour de la langue et des mots et des anagrammes. Tu connais un peu un anagramme de métamorphose? Non, mais en revanche, en langue des oiseaux, on en avait discuté ensemble. Mais, à mort, oser. Peut-être que c'est aussi une métamorphose, c'est ose. La petite mort. Voilà. Ose accepter cette petite mort pour renaître, en fait. Ça. Donc moi, j'avais vu ça dans Métamorphose. Mais je n'ai pas d'anagramme, en revanche, particulière sur... Je crois qu'il y a atmosphère. Alors, il n'y a pas toutes les lettres, ouais. Mais c'en est un quand même. J'aime bien aussi ce mot atmosphère. Et il y en a beaucoup dans ton roman, des anagrammes, À quel moment tu t'es intéressée, en fait? C'est un art, finalement, l'art de l'anagramme? Alors, j'ai un point commun avec Toscane, parce que, évidemment, on partage beaucoup de choses, mais elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. Ton héroïne, donc? Mon héroïne, de Celle qui s'aime enfin, le premier roman donc, que j'ai écrit. Elle s'amuse à mélanger les lettres des mots. Et c'est vrai que, petite, j'ai toujours fait ça, en fait. J'aimais bien essayer de regarder, un peu comme au Scrabble, en fait, oui. Ce qu'un mot peut donner quand on mélange les lettres. Et alors, j'ai pas le don de la personne que j'ai rencontrée justement dans ce livre, qui m'a permis d'aller plus en détail dans les métamorphoses, vous voyez, dans les anagrammes, tu vois. Mais j'ai beaucoup... Et qui est un personnage qui existe, hein, tu le dis à la fin. Hein. Jacques Péry-Salkov, qui a été aussi une rencontre incroyable. Parce qu'en fait, quand Toscane s'est construite dans ma tête, donc mon personnage, elle
elle s'est imposée à moi avec les mots. Toscane, ce prénom que j'aime, qui est potentiellement, qui aurait pu être le prénom de mon deuxième enfant si ça avait été une petite fille, puisqu'on ne savait pas que c'était un petit garçon. Et donc, ce prénom de Toscane, il fallait qu'il soit là, en fait, parce qu'il fallait que cet enfant qui n'est jamais né soit présent. Voilà, donc c'était aussi rendre hommage à Toscane. Et je me suis dit, Toscane, ça veut dire quoi? J'ai essayé de mélanger. Alors, j'avais trouvé Note en sac, ce qui était intéressant, puisque avant même d'avoir choisi son prénom, je savais que ce serait une musicienne et une violoniste. Ma fille faisait du violon à l'époque. Voilà, donc c'est des petits hommages que je rends comme ça aux personnes que j'aime. Et puis, Note en sac, ok, elle porte une note dans son sac, donc oui, musique. Et puis, en discutant avec mon éditrice à l'époque, elle me dit, c'est marrant, tu parles beaucoup de lettres, de mots. J'avais déjà évoqué la langue des oiseaux dans mon livre. Elle me dit, mais est-ce que tu connais cet homme, cet écrivain qui est absolument incroyable, Jacques Péry-Selkov? Je dis, écoute, pas du tout. Elle me dit, tu files dans une librairie, tu vas acheter un de ses bouquins et tu me dis. Et Jacques Péry-Selkov, c'est l'artiste des anagrammes. Il peut vous mettre 3 phrases et vous mélanger toutes les lettres des 3 phrases et recréer une autre phrase. C'est juste incroyable. Ça lui vient comme ça, presque spontanément. Comme ça. C'est incroyable. Ouais, c'est comme un don, quoi. Il me téléphonait, il me dit, j'ai trouvé ça. Je dis, mais comment tu fais? C'est là qu'il s'est invité complètement dans ton roman, parce qu'en fait, il est partie prenante. Donc ça veut dire que tu as réécrit avec cette composante. C'est-à-dire que je lui ai pas du tout envoyé mon écrit. Je lui ai écrit une lettre. Donc les lettres que Toscane écrit à Jacques, qui est vraiment un personnage du livre et qui existe donc. Voilà, ce sont des lettres que j'ai écrites et envoyées à Jacques en lui disant, voici. Je ne veux pas que tu lises le livre. Je veux que tu découvres Toscane à travers les lettres qu'elle va t'écrire. Et j'aimerais que tu l'aides, Toscane, à éclaircir, à travers des mots qu'elle ne comprend pas, son chemin. Et on ne savait pas du tout où on allait là-dedans. Je ne savais même pas du tout que j'allais publier également ces lettres, etc. Voilà. C'était ce rendez-vous qui nous a unis. Et donc, il répondait à Toscane en disant, écoute, Toscane, voilà, je vois que tu achoppes sur tel mot, mais ce mot-là, ça veut peut-être dire ça. Et donc, il me redonnait l'anagramme d'un mot. Et en fait, ça m'a, j'allais dire, la deuxième partie du livre. Oui, il y en a beaucoup plus, oui. Ça s'est développé grâce à cette nouvelle lecture des mots. Et c'est vrai que ce roman est à la fois le roman, l'histoire d'une femme qui apprend à renaître, mais il y a une double écriture, il y a une mise en abîme, c'est-à-dire que cette renaissance, elle la traverse à travers les mots aussi qu'elle écrit, en fait. Et ça, c'était pas prévu. C'est important, tu trouves, d'avoir le sens caché des mots, de faire quand même attention à ça. Ça peut nous donner des indices. Tu parlais de signes tout à l'heure qui sont sur notre chemin. Ça peut faire partie, sans en voir après partout, mais des indicateurs en se disant, tiens, mais peut-être que s'il y a une phrase, un mot qui est important dans ma vie, où je porte un prénom, où j'achète à un endroit quelque chose, où je vais en voyage quelque part, de prêter peut-être attention à tout ça. Oui. En tous les cas, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire que j'avance comme ça. Ça n'est pas une injonction. C'est-à-dire que je ne deviens pas, j'allais dire... Tu ne le subis pas, oui. Voilà. Je ne suis pas du tout... ce ne sont pas les mots, les signes, etc. qui vont gérer ma décision. Mais en revanche, oui, je trouve que la vie est bien faite. Je trouve que... certaines choses que vous sentez, un prénom qui vous vient, une idée qui vous parcourt l'esprit, qui vous traverse l'esprit, et d'un seul coup, vous êtes dans une rue et vous voyez une inscription qui corrobore ce que vous venez de penser. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un lien. En tous les cas, moi, ça me conforte. Ça me conforte de me dire que l'univers tout entier vous aide. Ouais, concours, quoi. Ouais, vous aide à avancer, en fait. Mais, encore une fois, la force, elle est en vous.
La décision est en vous et le choix d'emprunter ce chemin plutôt que l'autre est en vous. Voilà, donc il faut assumer aussi ses actes et ses responsabilités. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que Toscane, et puis toi aussi à travers ça, à un moment donné, alors toi tu nous l'as aussi expliqué à travers ce souffle et la disparition de ces êtres chers, qui devient un point d'appui en fait pour cette grande vivante que tu es aujourd'hui, y compris, tu as parlé de ton compagnon, l'amour qui s'invite, l'amitié qui est très importante dans sa vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'histoire de Toscane, à quel moment, en fait, elle commence à réaliser, elle vit une bascule, qu'elle est anesthésiée elle aussi émotionnellement et qu'il est temps de s'ouvrir? Et comment ça pourrait inviter nos auditrices et nos auditeurs? On peut se retrouver dans des phases de vie, soit dans sa vie en général, des personnes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait intéressant, en nous écoutant, peut-être de témoigner aussi sur les réseaux si vous voulez partager votre histoire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours un peu tourné en rond, comme disait Dominique tout à l'heure, de ne pas se sentir aligné? Il y a quelque chose qui s'enclenche pas? Ou peut-être par phase. On vit des grandes phases dans nos vies. Ça peut être l'arrivée des enfants, le départ des enfants, ça peut être la ménopause pour certaines femmes aussi. Se dire comment je me réinvente et je peux oser en fait être celle que je suis déjà, parce que nous sommes qui nous sommes. Nous ne sommes pas, et c'est pas comme s'il y avait une autre personne à dévoiler complètement à l'intérieur de nous, mais qui peut-être peut exprimer autre chose au monde. Oui, c'est... Toscane, il y a une rencontre. Toscane, il y a une rencontre. Je pense que il faut un électrochoc. Alors évidemment, je ne souhaite à personne de vivre des épreuves, quelles qu'elles soient, mais il y a des épreuves à différents niveaux en fait de vie. Ça peut être, comme tu le dis, le départ des enfants. Ça peut être une séparation, un déménagement, ça peut être différentes choses. C'est peut-être d'accepter ce que cette épreuve produit en soi et de ne pas tout faire pour l'éviter. Parfois, on n'a pas forcément une épreuve, c'est juste qu'on se dit c'est pas génial. Ouais. Je suis dans un inconfortable confort, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça ne me convient pas, mais justement, il y a pas forcément cette épreuve ou cette confrontation si importante qu'elle nous met en mouvement, tu vois. Accepter aussi, moi je pense qu'il faut verbaliser les choses. C'est-à-dire ce que tu viens de dire très justement, c'est peut-être à un moment de se dire « je suis pas en forme, quoi. Je suis triste, ça me convient pas ce que je vis, je tourne en rond, je mérite pas ce que je suis en train de vivre ». De pouvoir verbaliser la gêne que vous ressentez et l'inconfort que vous ressentez. Et de ne pas se dire « il y a pire que moi, j'ai pas le droit de me plaindre, oui, finalement, c'est pas si mal, quoi. C'est pas si mal, il y a d'autres personnes qui vivent des choses. » Non. Je pense que le premier pas, c'est d'oser être, peu importe ce qui se passe autour de nous. Moi, j'étais dans le déni, c'est-à-dire que je ne voulais pas comprendre que c'était grave. Mais ça peut être une amie qui ne se sent pas bien dans son job et qui... Bon, c'est pas grave, ça va passer. Non. Formuler les choses. Et essayer, moi ce que je fais souvent, c'est tout bête, mais je marque les choses sur un morceau de papier. Et j'essaie de me dire, ok, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et de l'autre côté, de mettre, qu'est-ce qui m'a plu, juste dans ma journée. Et je marque le mot, ça peut être rien, ça peut être un carré de chocolat. Et en fait, à la fin de la journée, d'essayer de penser à ce carré de chocolat parce que ça vous a procuré du plaisir et de voir ce qu'il va rester de la page négative. Et si le lendemain, si le surlendemain, des points négatifs restent et continuent de s'ancrer dans votre vie, c'est peut-être de vous dire, en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas juste momentané, c'est pas juste je suis triste, etc. C'est peut-être se dire, mais j'ai le droit aussi de ne pas être d'accord avec ce que la vie, là, me fait vivre.
et d'en parler. D'ailleurs, il y a cette phrase qui exprime très bien ce que tu as dit dans ton livre, qui dit « Survivante, Toscane l'est, comme Victor, comme chacune d'entre nous. Survivre à son enfance, à son passé, aux mécanismes de défense et de protection de sa mémoire contre les attaques extérieures. Survivante, mais certainement pas victime. C'est fini tout ça. Toscane ne veut plus être une victime. » C'est Cyrulnik qui parlait d'être victime, en fait. C'est plus facile de se victimiser. C'est plus facile de se dire c'est injuste, j'ai pas mérité ça, pourquoi moi? Et je le dis à juste titre, c'est que ce sont des phrases qu'évidemment j'ai formulées, qu'évidemment j'ai criées. Je ne suis pas digne, on ne me considère pas, etc., etc. C'est ce qui lui arrive d'ailleurs. Elle est grande musicienne et puis on lui dit qu'elle n'ira pas jouer à New York. C'est pas pour elle. Bon, il y a des raisons derrière ça, on le découvrira après, on va pas le dire, mais donc elle se sent pas digne. On touche vraiment au syndrome de l'imposteur. Qu'on a toutes et tous vécu peut-être un jour. Très bien. On en fait quoi de ça? Est-ce que parce que quelqu'un estime que vous n'êtes pas à votre place, parce que il vous met justement dans cette case-là, est-ce qu'on s'en contente? C'est ça la position de victime. C'est d'accepter finalement qu'un tiers, qu'une autre personne que vous-même, vous ordonne d'être ainsi. C'est difficile parce que c'est très confortable en fait de se laisser guider par des injonctions. C'est réconfortant d'être infantilisé en sorte puisqu'on n'a pas de décision à prendre. N'empêche que c'est pas confortable du tout. Je pense que il faut oser se respecter. Et je pense que Toscane, les premières années de sa vie, en fait, et ce sentiment d'imposture vient du fait qu'elle n'ose pas finalement prendre les rênes de sa vie et qu'elle préfère que les autres la guident. Alors ça peut marcher au début, ça peut être effectivement une manière d'apprendre, l'apprentissage, etc. Mais il faut en sortir très vite. Il faut sortir très vite de cette posture de dépendante. Et ça ne vient que de vous, en fait. Elle va le retrouver d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, à travers des sensations aussi physiques. Une forme de sensualité, voilà, comme si en fait, forcément, quand on est anesthésié émotionnellement, on est coupé de son corps. On se cache. Et là, quand elle va découvrir l'amour, ça va l'ouvrir à elle-même, et pas seulement, à travers son histoire. Il y a une sensualité dans ses rencontres avec les personnes, elle va reconnecter avec des choses véritablement physiques et qui vont la rendre à elle-même. Oui. Et elle ne doit cette renaissance qu'à elle-même, en fait. Encore une fois, libre à chacun de choisir s'il préfère le statut de victime ou le statut de survivant. Alors elle le doit elle-même, mais elle prend point d'appui comme toi avec Jean-Pierre Pernaut dans le regard de son ami et puis qui deviendra son amoureux. Il y a quand même une personne autour d'elle qui l'aide en fait à aussi mieux s'aimer, même si ensuite c'est elle qui fait le travail. Oui, mais si cette personne s'intéresse à elle, on sait qu'elle le mérite. Et je pense que, en effet, on peut être aidé par un tiers, regardé par un tiers, mais n'oublions pas que si cette personne s'arrête sur vous, c'est quand vous avez quelque chose qui lui a permis de s'arrêter sur vous, et que finalement, sans le savoir, nous diffusons quelque chose, en fait. Et plus tôt on le sait, mieux c'est, justement.
D'ailleurs, elle fait sienne une phrase qui est une de mes phrases fétiches, qui est celle de Nietzsche, et qu'elle accroche au-dessus de l'oreiller de Victor, son amoureux, une carte postale qui porte la citation qui est « Il faut porter en soi du chaos pour accoucher ou mettre au monde, selon les versions, une étoile qui danse ou dansante ». Il y a vraiment cette conscience que tout ce chaos qui habite à l'intérieur de nous est à la fois une forme d'enclume, et à la fois notre lumière et ce qui nous porte. Et il y a les deux, et en fait, il y a cet accueil complet du tout. Bien sûr. Qui accepterait le deal de naître en se disant « Ok, tu vas voir, tu vas vivre un truc incroyable, mais on va te le reprendre après. Oui. » Personne n'accepterait ça. Et on en a conscience très vite, puisque même si on n'en a pas conscience quand on est, on le prend très vite conscience avec la disparition de nos proches. Mais quelle histoire, quelle aventure. Oui. Moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde, je referai cette vie telle qu'elle est, y compris avec son chaos. Parce qu'aujourd'hui, à 50 ans, veuve, comme je suis, celle que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc oui, il faut un chaos. Oui, il faut vivre tout ça pour toucher du doigt celle que nous sommes. Je dis pas pour se trouver, parce que je ne sais même pas dans 10 ans ce que je serai. Et non, c'est juste se dire, rien que ça, si demain tout doit s'arrêter, si demain je ne dois plus être de ce monde, eh bien merci, en fait. Parce que celle que je suis aujourd'hui, je la mérite. Je la mérite parce que j'ai su transformer ce chaos-là en une étoile dansante, une étoile virevoltante, en fait, en une vie pleine. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. On arrive à la fin de cette émission. Dominique, peut-être terminer avec cette phrase d'Esteban, « Elle est pas belle, la vie ». Oh là là, incroyable. Elle a été prononcée par Esteban quand on était au Canada. On se réveillait un matin dans un camping au milieu de la nature et on était tous les 4, donc Claude, Mathilda, ma fille, Esteban et moi. Et il se réveille le matin, il était petit, puis il fait « Oh, elle est pas belle la vie ». Et on a explosé de rire. Et cette phrase-là, c'est mon mantra, quoi. Ben ouais, elle est belle cette vie. Elle est belle, belle comme elle est. À la fois triste et joyeuse, belle et dégueulasse, comme je dis dans le livre. Elle est parfaitement imparfaite, mais c'est comme ça qu'on l'aime, en fait. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur. Merci infiniment, Dominique Lagroux-Sampère, d'être venue échanger. J'ai beaucoup frissonné. Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais en t'écoutant, il y avait des moments où j'étais parcourue de frissons, de la justesse de tes propos, et puis d'avoir partagé avec autant de sincérité de ton intimité, parce que forcément, j'imagine que tu l'as couché avec ton récit après l'orage, où tu racontes ce que tu as vécu, mais à l'oral, c'est encore autre chose de le redire et puis de revenir à nouveau dans le passé. Merci à toi. Pour cette confiance. Je rappelle ces 2 titres, Après l'orage, aux éditions Flammarion, et aux mêmes éditions Celles qui s'aiment enfin, qui sont tes 2 livres, tes 2 ouvrages, peut-être un prochain roman à venir un jour. Peut-être, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.